Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est là pour parler du Clean as You Code avec Sonar. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va peut-être se présenter. Donc moi, c'est Nolwenn Kadik. Je suis développeuse Java depuis maintenant 4 ans et j'ai rejoint Sonar et plus particulièrement Sonar Cloud il y a maintenant 1 an. Et je pense qu'on va vérifier que tout le monde est bien attentif et réveillé. Et j'ai une petite question très facile. Qui parmi vous connaît Sonar Cloud? Ah, il y a beaucoup de mains là, ça fait plaisir. Toutes les mains qui ne se sont pas levées, je vous invite à passer nous voir au stand pour qu'on vous en dise un peu plus. Et moi, c'est Marco. Bonjour tout le monde. Je travaille aussi chez Sonar, bien sûr, et je suis en charge de SonarLint. Je suis Product Manager pour SonarLint. Et d'ailleurs, si jamais vous ne connaissez pas SonarLint, même chose, passez au stand 47. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors d'abord, on va commencer par l'objectif Clean Code. Ensuite, on va vous expliquer notre approche chez Sonar du Clean as You Code. On va essayer de vous expliquer comment le mettre en place pour votre projet. Et enfin, on va vous dire combien ça coûte et à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre. Alors, commençons par l'objectif Clean Code. Alors, je vais vous demander de faire un petit effort de visualisation. On va commencer par l'évolution du développement logiciel. Je vous demande de remonter quelques années, voire quelques décennies en arrière, à l'époque où on faisait absolument tout nous-mêmes. Donc on avait la partie développement, la partie opération, il y avait le code, les packages, c'était du code qui était développé en interne assez rapidement, des outils de support. Le code, quand il était testé, c'était très manuel, et puis on ne parle même pas du déploiement, tout est fait à la main. Et puis petit à petit, ça a évolué. On a évolué vers une standardisation, avec des tests automatisés, de l'intégration continue. Côté opération, on a vu l'émergence de frameworks, de machines virtuelles, mais c'était quand même toujours très manuel. Et puis, on a eu une industrialisation avec l'émergence des outils DevOps, les plateformes DevOps, des containers, du cloud. Et aujourd'hui, on en est où? On en est à une banalisation. On a des environnements absolument intégrés avec des plateformes DevOps. Et ça, qu'est-ce que ça montre? Ça montre également l'évolution de la place du code dans les entreprises. En fait, aujourd'hui, le code source, il est partout. Il est au corps de l'entreprise. Que ce soit banque, e-commerce, logistique, divertissement, il est absolument partout. Et ce code source, c'est devenu le cœur des entreprises et il faut bien s'en occuper. Et c'est pour ça qu'il est très important qu'il soit clean. Donc ça nous amène à notre sujet, le clean code. Donc qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui utilisent Sonar depuis longtemps, vous avez dû voir le produit évoluer. Au début, on vous parlait de qualité du code. Et puis ensuite, on a ajouté l'aspect sécurité. Et puis à un moment, on s'est posé chez Sonar et on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est le clean code? Et on a essayé de le définir. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la clean code taxonomie, que je vais maintenant vous présenter. Alors il faut savoir que c'est une avant-première. On vient juste de terminer la réflexion et c'est présenté pour la première fois ici. Donc, c'est ce que je vous disais. On a d'abord le clean code. Qui dit clean code, dit code. Mais du coup, de quel type de code est-ce qu'on parle? Je vous laisse regarder, il y a plusieurs types de code. Il y a d'abord le code principal, c'est tout ce qui fait tourner l'application, les interactions avec les bases de données. Ensuite, on a le code support, ce qui est au développement du logiciel, mais qui est exécuté dans un autre runtime. Par exemple, les tests unitaires, les tests d'intégration, les scripts de build. On a également le code tiers, c'est tout ce qui va aider au développement du logiciel. Les librairies, les dépendances, les frameworks. Et ensuite, on a le code non conventionnel. C'est ce qui va servir aux tests, à la recherche du type MATLAB, Jupyter Notebook. Donc je vous laisse digérer un petit peu tout ça. Donc clean code, c'est le code. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a ce code? Ce code, il doit être adapté à un but. Et donc pour nous, adapter un but, ça veut dire, dans un premier temps, adapter au développement. C'est qui code? C'est les développeurs. Il faut essayer de leur faciliter la vie. Il faut qu'ils puissent implémenter rapidement, comprendre le code et puis surtout se faire plaisir. Et pour nous, un code adapté au développement, c'est un code qui est clair, cohérent, structuré, testé.
Bon, ça peut paraître peut-être évident, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que tout signifie pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Pour nous, un code clair, c'est un code qui est explicite dans ce qu'il fait. On ne veut pas de code mort. Ça peut peut-être vous rappeler quelques cauchemars, ces tonnes de boucles if, else imbriquées, personne n'a envie de les voir. Donc ça, c'est le code clair. On veut aussi que le code il soit cohérent. Il faut respecter un certain format dans tout son projet, s'aligner sur les conventions, avoir une convention au niveau des noms de fichiers, respecter par exemple l'indentation, respecter les conventions du logiciel qu'on est en train du langage avec lequel on est en train de développer notre logiciel. Ce code, il doit également être structuré, c'est-à-dire qu'on essaie d'implémenter des petits modules simples, avec peu de dépendance entre eux, et pas de complexité inutile. Et enfin, le code, il doit être testé. On veut s'assurer que notre code, il fait bien ce qu'on lui demande. Donc ça, c'était la partie adaptée au développement. On se focalise sur les développeurs. Et ensuite, notre code, il doit également être adapté à la production. Parce que le code, il faut qu'il fasse ce pourquoi on l'a implémenté, sans mauvaise surprise, sans erreur de runtime. Donc pour nous, chez Sonar, un code adapté à la production, c'est quoi? C'est un code qui est robuste, qui est sécurisé, qui est portable et qui est conforme. Donc robuste, ça veut dire qu'il fait ce qu'on attend de lui de manière fiable, sans mauvaise surprise. Sécurisé, c'est un code qui n'est pas vulnérable aux attaques, aux injections, aux usurpations d'identité. Un code, il doit également être portable au point de vue hardware et du point de vue software. Donc, c'est-à-dire que notre code, on doit pouvoir être confiant qu'on peut l'exécuter, peu importe l'architecture, peu importe le système d'exploitation. Et puis ce code-là, il ne faut pas qu'il utilise des API qui ne sont plus supportées et qui sont donc non des fois, les mots en anglais, ils arrivent, qu'on ne peut pas prédire. Et enfin, le code, il doit être conforme aux lois. C'est-à-dire qu'il doit, par exemple, respecter les données personnelles avec GRPD ou bien l'accessibilité des contenus web. Il doit également respecter les droits d'auteur et les licences. Donc ça, c'est Sonar, c'est la Clean Code Taxonomy. Vous allez certainement la voir apparaître dans nos produits prochainement. Et ça va, on l'espère, vous aider à développer du meilleur code. Donc ça, je vais vous donner maintenant quelques petits exemples de code qui n'est pas adapté au développement ou à la production pour illustrer ce que je viens de dire. Donc là, on a un test très simple. On a une classe, DeepThought, qui implémente une méthode, getAnswerToTheUniverse, et on veut tester cette méthode. Sauf que ce code, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par moquer la classe qu'on veut tester. Ensuite, il moque la méthode qu'on veut tester. Et ensuite, il vérifie que quand on appelle la méthode, on a le bon résultat. Sauf que là, on ne teste rien du tout. On est juste en train de tester que notre mock fonctionne correctement. Donc ce code-là, ce test-là ne nous permet pas de valider que notre code fait ce qu'on attend de lui. C'est, pour nous, un code mal testé. Un autre exemple de code qui n'est pas adapté au développement, là, on a une classe Fruit et une classe Raspberry qui extend la classe Fruit. Tous les deux implémentent la méthode setRipe, mais on voit que le paramètre n'a pas le même niveau. Il y en a un qui est nullable et l'autre qui est not null. Donc ce code-là, il n'est pas cohérent. En tant que développeur, quand je suis en train de lire ce code, je ne sais pas ce qui se passe, je suis perdue, et ce n'est pas non plus du code qu'on veut. Je vais donner un autre... Voilà, je vais bien faire mon travail. Donc nullable, not nullable, ce n'est pas lisible, ce n'est pas cohérent. Ensuite, on veut que notre code il soit adapté à la production. Donc là, on a un exemple de code où on utilise JWT, JSON Web Token. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on récupère, c'est pour de l'authentification, donc on récupère notre token, ensuite on le lit pour récupérer l'identité de l'utilisateur. Le problème, c'est que là, à aucun moment, on a vérifié la signature de ce qu'on a reçu. Donc on ne sait pas si on peut faire confiance à l'objet qu'on est en train de lire, et on ne sait pas d'où il vient. Et un petit dernier pour la route, après j'arrête avec les exemples. Cette fois-là, c'est un exemple Python, où on essaie simplement d'ouvrir un fichier texte, et on a mis les paramètres happen et write. Alors déjà, c'est un petit peu dommage d'avoir un happen et write, ça ne sert pas à grand-chose.
Mais le problème, c'est que ce code-là, il n'est pas portable parce que selon la version de Python avec laquelle on l'exécute, on ne va pas avoir le même résultat. Par exemple, en Python 3, ça ne fonctionne pas. Alors qu'en Python 2.7, sur macOS, eh ben, il va juste prendre le premier paramètre happen et le fichier texte va être ouvert en mode happen. Donc c'est un code qui n'est pas portable. Encore une fois, ce n'est pas ce qu'on veut en tant que développeur. Donc là, je vous ai expliqué ce que c'était le clean code, je vous ai donné des exemples de code qu'il ne fallait pas écrire. Je vais essayer d'en rajouter une couche avec quelques données. Promis, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est tiré de Developer Coefficient Stripe. C'est une étude, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et du coup, le clean code, qu'est-ce que ça fait? Le clean code, déjà, ça minimise l'effort et le coût de l'entretien. En fait, les développeurs, ils disent qu'ils passent 40% à corriger la dette technique et les bugs. Ça réduit également la friction pour les développeurs, parce qu'il y a 60% des développeurs qui disent que justement, ils passent trop de temps à corriger cette dette et qu'ils aimeraient bien se concentrer sur autre chose, faire de l'innovation, implémenter des nouvelles fonctionnalités. Ça augmente également la longévité du logiciel, parce que, alors à chaque fois qu'on veut réécrire un logiciel, on fait des estimations, combien ça va coûter. Eh bien, figurez-vous qu'en général, ça coûte 3 fois plus cher que les estimations initiales. Et enfin, ça réduit les risques opérationnels et de sécurité, parce qu'il y a 80% des incidents de sécurité qui sont dus à des mauvaises pratiques de code. Donc, on a dit tout ça. En fait, le code propre, il crée une vraie valeur au business importante, puisqu'on se concentre sur ce qui est essentiel, implémenter du bon code. Alors du coup, la question qui vient, c'est très bien, c'est super, on est tous convaincus, mais alors pourquoi est-ce que tout notre code, c'est pas du clean code? Alors déjà, au sein d'une entreprise, tous les développeurs, ils sont en apprentissage continu. Voilà, on a de la chance, on a un métier où on passe notre vie à apprendre. Et puis les développeurs, ils sont aussi à des niveaux différents. On a tous dans nos équipes des juniors, des seniors qui n'ont pas la même connaissance du code. Et puis les standards, ils évoluent. Un code qui était considéré comme clean code l'année dernière, il ne l'est plus forcément aujourd'hui, parce que le langage a évolué, parce que des nouvelles règles ont été trouvées. Et puis, il faut se le dire, la vérification du code, elle est quand même très fastidieuse. Il n'y a personne qui a envie de se replonger dans un fichier de code qui a écrit il y a 10 ans par on ne sait pas trop qui fait on ne sait pas trop quoi, mais qui fonctionne et qui en plus n'est pas testé. Et enfin, en tant que développeur, on est dans une entreprise, on a des nouvelles fonctionnalités à fournir et on ne peut pas revenir sans arrêt sur le code qui a été écrit. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On peut utiliser des analyseurs statiques. Mais encore une fois, le fichier qui a été écrit il y a 10 ans, avec tout plein d'erreurs, il n'y a personne qui a envie de le reprendre et de le corriger. Ça va prendre trop de temps, on n'est pas sûr que ça va casser quelque chose. Et du coup, je vais laisser parler Marco pour la partie suivante. Merci Nolwenn. Merci Nolwenn. Vous l'avez vu, Nolwenn l'a expliqué dans le détail. Clean code est l'objectif à atteindre. C'est l'objectif qu'on veut atteindre et c'est l'objectif sur lequel nous travaillons chez Sonar pour aider tout le monde à l'atteindre. Une fois qu'on a l'objectif, et on a même vu en avant-première un peu notre vision mise à jour sur comment on voit Clean Code, la prochaine étape est comment on met ça en place. Quelle est la meilleure approche pour arriver à cela? Alors du coup, il y a plusieurs options, bien sûr. Et vous prenez par exemple, ça peut être déjà que vous avez travaillé sur une application web, une grosse application, imaginons avec une partie back en Java, une partie front en Angular, et cette application, elle est là depuis des années. Vous avez des problèmes de stabilité en production, vous avez des nouveaux développeurs dans l'entreprise où ils regardent ces codes, ils ne comprennent rien, quoi. En plus, Nolwenn l'a montré, vous pouvez faire tourner de l'analyse statique sur ce code, vous avez des milliers de problèmes à corriger, vous n'avez pas forcément le temps et surtout vous ne savez pas d'où commencer. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, commençons par ce qu'il ne faut pas forcément faire, répartir à zéro, ça c'est assez intuitif, hein. Et je suis sûr que au moins quelqu'un dans cette salle aura entendu des phrases du type voilà, c'est mon application legacy, ça sert à faire ça et ça et ça et ça. S'il vous plaît, recodez une nouvelle application isofonctionnelle qui fait la même chose, mais avec de bons codes.
OK, c'est une approche, ça peut marcher peut-être, mais selon la taille de votre application, ça peut prendre quand même quelques semaines, quelques mois, voire plus, à mettre en œuvre. Après, il y a un problème dans tout ça. Si vous réécrivez tout à zéro, mais vous n'avez rien changé à la manière où vous codez ou vous produisez du code, il n'y a rien qui garantit que la qualité de code dans la nouvelle application, d'ici quelques mois, sera vraiment meilleure que l'ancienne. En fait, même avant nous, chez Sonar, même il y a quelques temps, un type appelé Einstein avait défini la folie comme refaire plusieurs fois la même chose et s'attendre à un résultat différent. Donc oui, bon, alors ça c'est une option, ce n'est pas forcément ce qu'on recommande. Il y a une deuxième option. Alors ça aussi, c'est assez intuitif, hein, on peut faire un gros refactoring avec l'objectif de corriger un maximum de problèmes. Du coup, vous allez corriger un peu de problèmes ici et là, vous allez réécrire certaines parties du code, là où il y a trop de problèmes. Du coup, c'est une approche un peu moins radicale que l'option 1. Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors, dans notre expérience, vous l'avez vécu sans doute, ça prend quand même un peu de temps de faire un refactoring. Après, vous avez des développeurs qui sont là peut-être depuis 3 mois, 6 mois, 1 an dans l'entreprise, et que le code refactoré est un peu plus ancien que ça. Du coup, ce n'est pas forcément facile. Après, c'est toujours une question de comment vous gérez le temps dans votre équipe. Imaginons que vous êtes 5 de l'équipe. Vous faites quoi la semaine prochaine? Vous allez développer une nouvelle fonctionnalité ou alors vous faites du refactoring. Moi, ça m'est arrivé d'aller chez mon management par le passé et dire, écoutez, il faudrait qu'on décale un peu le sprint, parce que là, il faut glisser quand même un sprint de qualité, un sprint de refactoring. Et ça risque pas d'être toujours très simple, ça risque de ne pas toujours passer. Et du coup, ça crée quand même quelques petits problèmes si vous voulez faire un refactoring. Après, encore une fois, vous allez corriger des problèmes. Est-ce que vous allez vraiment arriver avec un code de meilleure qualité, en sachant que vous ne connaissez pas le code, vous ne comprenez pas forcément bien le code, et que vous risquez quand même d'introduire de nouveaux problèmes. En même temps, vous essayez donc de corriger les anciens. Alors, du coup, ce n'est pas forcément ce qu'on nous recommande non plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme option? Alors, nous avons éliminé option 1 et option 2, vous l'aurez compris. Alors, je souhaite ça à personne, bien sûr, mais ça peut arriver, une fuite d'eau chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Et surtout, qu'est-ce que vous faites en premier? Il y a encore option 1 et option 2. Option 1, vous prenez la serpillière, vous passez la serpillière. Est-ce que c'est utile? Oui, pourquoi pas. Vous allez mitiger les effets, les conséquences du problème. Après, est-ce que ça résout le problème? Pas trop. En fait, vous prenez cette serpillière, mais là, on est à 10h40. Vous allez toujours être avec votre serpillière ce soir. Donc, il y a l'autre option. Vous allez chercher votre boîte à outils et vous allez vous prendre un problème. Vous allez chercher de réparer votre fuite. Après, bien sûr, une fois que vous avez fait ça, si vous avez envie, vous pouvez toujours passer votre serpillière. Si on revient à notre contexte, à notre développement de code, en fait, l'approche que nous on propose et l'approche que nous on utilise chez nous, chez Sonar, c'est basé sur le même principe. C'est tout simple que ça. On va réparer les problèmes avant de gérer les conséquences. En fait, si vous avez un projet qui contient des milliers de problèmes, comme on vous l'a montré tout à l'heure, normalement, c'est que vous avez fait du code pendant des mois, pendant des années, et que ce code, il n'était pas forcément du clean code. Il n'était pas forcément adapté au développement et à la production. Et donc, la clé, selon nous, pour atteindre cet objectif magique, clean code, c'est de se focaliser sur le nouveau code. Alors, c'est quoi le nouveau code? En fait, le nouveau code, c'est les lignes de code que vous rajoutez dans votre projet, ou alors que vous allez modifier pendant votre sprint, pendant le développement de votre fonctionnalité. Et le principe est tout simple. On n'essaie pas de tout corriger, on n'essaie pas de corriger aux 2380 issues dans votre projet. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'arrêter d'introduire de nouvelles.
Ça a l'air tout simple, hein, mais après, il y a des moyens. Il y a aussi des moyens d'y arriver. Et une fois qu'on a dit ça, on a implémenté cette approche qui permet de régler le problème avant de gérer les conséquences. En plus, ce qui est vraiment intéressant pour un développeur, et pour l'organisation aussi, hein, c'est que vous n'avez plus à choisir entre un sprint de refactoring et un vrai sprint fonctionnel, quoi. Parce que vous faites de la qualité tout au fil de l'eau. Et alors, si vous êtes un développeur, ça doit être aussi intéressant parce que ça permet vraiment de responsabiliser chacun. C'est-à-dire que moi, j'écris du code et c'est ma responsabilité de faire en sorte que le nouveau code que j'écris soit du bon code, soit du clean code. En plus, il y a un aspect, j'oserais dire, pédagogique, parce que, en effet, vous allez améliorer vos pratiques de développement au fil de l'eau, tout simplement en travaillant sur votre fonctionnalité et sur votre projet. Et aujourd'hui, on vous raconte tout ça parce que c'est exactement ce qu'on fait chez nous, c'est exactement ce qu'on fait chez Sonar. On est content de ça, ça marche très bien et c'est pour ça qu'on veut vous partager tout ça. Alors ça, c'est un peu l'approche, c'est le grand principe de l'approche. Alors comment on peut mettre en place tout ça pour vous, pour votre projet? Encore une fois, je vous raconte ce qu'on fait chez nous, chez Sonar, et après, vous pouvez l'essayer chez vous. C'est vraiment simple, on va y arriver, mais pour commencer, ce n'est pas difficile, il y a une seule règle à mettre en place. Il faut qu'on discute dans l'équipe, qu'on soit tous d'accord. On s'est dit, à partir de demain, aujourd'hui même, on s'est dit qu'aucun code ne sera pas déployé en production, il ne sera pas réalisé si ce n'est pas du clean code. Comment on peut vérifier si le nouveau code est du clean code? Nous, on utilise ce qu'on appelle un quality gate. Un quality gate est une espèce de barrière de qualité qui vous dit si oui ou non votre code est au niveau de qualité demandé. Bien sûr, vous codez, à un certain moment, vous réalisez. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut attendre le jour de la release pour contrôler si votre code est bon ou pas. Dans l'idéal, vous allez contrôler ça même avant d'avoir fait votre pull request, et même avant d'avoir committé. Dans l'idéal, vraiment, vous allez contrôler ça dans les moments même où vous tapez du code dans votre IDE. Et en fait, c'est ça qu'on fait chez Sonar. On utilise SonarLint. Alors, il faut savoir qu'on est beaucoup chez Sonar. On est environ 200 développeurs. On n'utilise pas tous la même IDE. Et on code pas dans le même langage. Il y a plusieurs gens qui font du Java, il y a des gens qui font du .NET, du coup il y a des gens qui sont sur IntelliJ, Eclipse, Visual Studio, etc. Mais peu importe, on utilise SonarLint dans tous ces IDE. Et ça sert à quoi? Ça sert tout simplement pour vous montrer des problèmes au moment même où vous écrivez des lignes de code. Ça fonctionne en temps réel, en fait. Et il analyse votre code et vous souligne s'il y a des problèmes. Et ça ne sert pas seulement à lever des problèmes, on vous explique aussi pourquoi c'est un problème. Parce que, comme on disait tout à l'heure, il y aura certains d'entre vous qui connaissent déjà ce type de problème. Il y en aura d'autres qui ne connaissent pas ou ne savent pas comment s'y prendre. Du coup, on fournit aussi des descriptions pour vous dire pourquoi ça c'est un problème, pourquoi il faut le corriger et comment le corriger. On fait ça avec des exemples et aussi avec des quick fix. Du coup, dans plusieurs cas, ça suffit de faire un clic pour appliquer un fixe pour ce problème. Après, bien sûr, à l'effort, on est pressé. On développe aussi le vendredi après-midi, on est un peu pressé. On ne voit pas certains problèmes, on ne veut pas les voir. Du coup, ça arrive quand même qu'il y a quelques petits problèmes qui vont glisser dans la pull request. Du coup, il y a une deuxième ligne de défense qui est la pull request. Du coup, nous, on utilise, selon les projets, on a plusieurs projets, on utilise un peu SonarQube, un peu SonarCloud pour analyser nos pull requests. Alors, il faut savoir que nous, on héberge notre code dans GitHub, mais après, ça marche aussi dans GitLab, Azure, GitHub et Bitbucket. Et en fait,
Alors ça, c'est nous, c'est notre code. Hein. C'est du code Sonar Cloud, là, et ça va donner ça dans GitHub. En effet, vous avez l'information principale pour votre pull request. Est-ce que mon quality gate est vert ou rouge? Dans ce cas, il est rouge, du coup, on ne peut pas merger. Et on a configuré notre pipeline pour ne pas merger cette pull request. Et je vous ai parlé de SonarLint. Du coup, SonarLint, si vous voulez l'essayer, c'est très simple. Vous le trouvez dans le marketplace de votre IDE. C'est gratuit, c'est open source. Du coup, vous pouvez, encore une fois, vous pouvez trouver les codes SonarLint dans GitHub. Vous pouvez vérifier qu'on n'envoie pas votre code à Google, à personne. Hein. Et vous pouvez même le forker si vous voulez l'adapter à vos besoins. Du coup, c'est à vous de voir. Sonar Cloud aussi, il est très simple à utiliser. En plus, si vous faites de l'open source, nous, on fait beaucoup d'open source. Et on aime bien travailler avec l'open source. Du coup, Sonar Cloud, par exemple, il est totalement gratuit si vous faites de l'open source. Il n'y a vraiment rien à payer. Et après, SonarCube, ça dépend un peu des versions. Il y a quand même la grosse partie de la fonctionnalité qui est disponible dans l'édition gratuite. Donc, c'est très simple à essayer si vous voulez. Et une fois qu'on a mergé votre pull request, disons que vous avez corrigé ces problèmes que vous avez trouvés, vous allez refaire le pull request, vous l'avez mergé. Après, selon la configuration de votre quality gate, à la fois, on peut se permettre d'avoir un tout petit peu de dette technique qui va passer. Après, ça dépend vraiment de comment on est configuré. Et rappelons notre règle d'or, selon laquelle on ne met rien en production en termes de new code qui ne soit pas clean. Du coup, on va faire quand même un dernier check avant le déploiement. Comme ça, si jamais il y a un peu de dette technique qui a passé, qui s'est cumulé au fil des pull requests, vous avez quand même avoir votre quality gate et notre bonhomme qui vous dit non, on ne déploie pas comme ça. Et rien qu'en faisant ça, pour nous, ça marche très bien. On arrive vraiment à avoir du code de qualité. Après, les captures d'écran que vous voyez là, c'est vraiment du code de Sonar Cloud. Ça marche très bien et en plus, on a vraiment appris au fil du temps que ça ne prend pas du temps, en effet, parce que faire de bons codes ou faire de mauvais codes, ça prend exactement le même temps. Alors, vous l'avez compris à ce point-là. Nous, chez Sonar, on utilise nos propres produits pour développer nos produits. En fait, ce qu'on fait chez Sonar, notre but, c'est vraiment d'aider tous les développeurs et les organisations à faire du clean code. Du coup, du code adapté au développement et adapté à la production. Pour faire ça, on a développé les 3 produits, SonarLint, Sonar Cloud et SonarCube, qui vont s'insérer vraiment dans votre cycle de développement. Du coup, le principe, c'est que vous ne devez pas changer vos workflows. Ça marche dans vos workflows. On supporte les IDE, les DevOps et les CI/CD tools principaux. Et on supporte la plupart des langages les plus utilisés. Et on a des milliers de règles qui font partie du Quality Gate. En plus, si vous voulez essayer Sonar Cloud, je vous ai parlé des Quality Gate. En fait, si vous voulez, vous pouvez configurer tout ce que vous voulez. Mais nous, par défaut, on fournit un Quality Gate basé sur des milliers de retours d'expérience utilisateur. Et du coup, il y a une configuration par défaut qui marche plutôt bien dans, disons, 80% des cas. Du coup, vous n'avez rien à configurer pour démarrer. Si vous voulez, vous démarrez avec la configuration par défaut et après, vous avez toujours la possibilité de rajouter des conditions un peu plus sévères ou moins sévères, plus permissives, moins permissives, comme vous voulez. Nous, par exemple, chez Sonar, alors, par défaut, on demande un taux de couverture en test unitaire de 80%. Nous, pour la plupart des projets, on demande 90% en interne. Oui, il y en a même à 95%. Et du coup, ça, c'est un peu comment on peut mettre ça en œuvre. Dolven? Oui, maintenant, on va passer à la dernière partie. Combien ça coûte et à quoi s'attendre. Et le premier point, c'est qu'on a parlé de, à partir de maintenant, tout le nouveau code qu'on écrit, il doit être clean. On a parlé des nouvelles fonctionnalités du nouveau code. Mais en fait, quand on rajoute des briques à notre projet, on réécrit aussi. On est obligé de toucher des parties existantes du code. Et du coup, ces parties existantes du code, puisqu'on les touche, elles doivent également être du clean code si on applique la méthodologie de clean as you code. Et ce qui est super, c'est que finalement, ce code-là, on en réécrit beaucoup chaque année.
On ne s'en rend pas forcément compte, mais en moyenne, il y a à peu près 20% du code qui est réécrit chaque année. Et du coup, on a du nouveau code, de l'ancien code qui est réécrit. Ça fait qu'après à peu près 5 ans, on a réécrit 50% de notre projet. Et si on a appliqué le Clean as you code, mais ça veut dire que c'est 50% de ce code qui est maintenant du clean code. Et ça, c'est sans effort supplémentaire. Alors nous, on était un petit peu curieux de voir à quoi ça ressemblait notre code et si vraiment on réécrivait tant de code que ça tous les ans. Et on a utilisé un projet open source sur GitHub qui est GitHub Theseus. Vous pouvez même aller regarder si vous êtes intéressé. Et là, on a un graphe, alors un petit peu très simple, je vais vous expliquer. En fait, chaque couleur représente du code qui a été écrit à une année donnée. Et par exemple, si on prend la courbe violette, c'est le code qui a été écrit en 2016. Et du coup, on voit qu'en 2023, il nous reste à peu près 50% de ce code qui a été écrit en 2016. Et donc là, on peut voir, voilà, année par année, que oui, le code qui a été écrit, chaque année, on en enlève un petit peu. Un autre graphe qui est super intéressant, c'est finalement de se demander, OK, à une année, on a écrit du code, et bien après X années, combien de lignes de ce code il reste vraiment dans notre projet. Et là, on voit deux courbes. En rouge, on a la courbe Sonar Cloud, et en bleu, on a la courbe Sonar Cube. Et on voit qu'effectivement, la théorie se vérifie, en tout cas sur nos projets. Au bout d'un an, on a plus de 20% du code qui a disparu, qui a été réécrit. Et au bout de 5 ans, on a 60% de notre code qui a disparu, qui a donc été réécrit. Donc si vous suivez, finalement, écrire du code propre, ça ne coûte rien en termes de temps, d'argent, parce que c'est complètement intégré dans le processus de développement. En fait, quand on veut intégrer une nouvelle brique à notre projet, et une nouvelle brique à notre projet, et qu'on doit modifier une partie existante du code, ça c'est fait dans le cadre d'une nouvelle fonctionnalité le code va être revu, il va être testé, il va être validé. Donc finalement, on mitige le risque d'introduire des nouveaux bugs. C'est pas comme si on reprend l'exemple de ce fichier qui n'a jamais été testé, on ne sait pas ce qu'il fait, et puis tout d'un coup, on décide de le réécrire et on espère qu'on ne va rien casser. Donc écrire du code propre, ça ne coûte pas plus cher que d'écrire n'importe quoi. Ce qu'il faut retenir de notre présentation, c'est que d'abord le code source, c'est la clé de votre application. Donc il faut vraiment bien s'en occuper. Et chez Sonar, pour nous, le clean code, c'est du code adapté au développement et adapté à la production. Et c'est les développeurs qui l'implémentent, ce code. Donc c'est les développeurs qui peuvent avoir un grand impact sur le code. Et si vous pratiquez la clean as you code, vous arriverez à écrire du nouveau code clean, réécrire l'ancien code pour qu'il devienne du clean code, et ça sans coût supplémentaire et sans perturbation. Alors, une petite dernière chose, c'est que chez Sonar, on manque de main-d'œuvre. Du coup, on recrute de nouveaux talents. C'est divers, nous, Sonar Cloud. Maintenant, vous connaissez tous Sonar Cloud, venez faire du Java. On est à Genève, il y a les montagnes, le fromage, on est bien. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site et regarder les offres. Et on peut passer aux questions si vous en avez, mais je vous préviens, aucune question sur le nouveau LTS Sonar Cube. Si vous en avez, il faut passer au stand. Hein. Merci. Nous, on est client Sonar Cube. On utilise régulièrement vos outils. Je connais assez bien la suite. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait aujourd'hui... Est-ce qu'on peut juste essayer de se taire pour qu'on puisse entendre la question? Peut-être que je me trompe, des outils spécifiques pour renforcer le clean code. Comment? Pardon, vous pouvez répéter? Je n'ai pas l'impression que vous ayez aujourd'hui des outils spécifiques dans les règles qui sont disponibles au niveau du Quality Gate. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique pour renforcer Clean Code? En fait, le Clean Code, c'est vraiment la méthodologie. Nos outils vous permettent normalement d'appliquer le Clean as you code si on les utilise correctement. Il y a pas mal de personnes qui ne les utilisent pas bien. C'est pour ça qu'on fait des piqûres de rappel. Et du coup, c'est en appliquant le Clean as you code que notre code, petit à petit, devient Clean Code. Et normalement, quand même, les règles font que le code... Vous utilisez Sonar depuis un moment, j'imagine.
Et en fait, alors ce que vous montrez aujourd'hui, comme Nolwenn le disait, c'est vraiment notre vision mise à jour. Du coup, par le passé, historiquement, on a fait beaucoup de ce qu'on appelait la code quality, bug, code smell. On a rajouté ensuite la sécurité. Et là, une fois qu'on a identifié les gros domaines sur lesquels il faut travailler, on aura dans les mois et dans les années à venir plein de nouvelles règles, de nouvelles détections qui vont arriver pour couvrir, par exemple, mieux la conformité ou alors les bons designs, etc., etc. Du coup, ça, c'est pas la fin de l'aventure. Je dirais plutôt c'est le début. Oui, bonjour. Bonjour. Je me demandais, bon, du coup c'est un peu à la mode, hein. Est-ce que vous avez prévu d'intégrer des outils style GPT dans, enfin... Bien sûr, ça va sortir la semaine prochaine. Est-ce que c'est envisagé? Alors, nous, ce qu'on fait, en effet, notre philosophie est vraiment, si on vous montre un problème, c'est qu'il y a vraiment un problème dans votre code. Du coup, on essaie vraiment de ne pas balancer, comme dans la slide 14, là, les 10 000 problèmes à corriger, où la moitié sont des fausses positifs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ChatGPT, l'intelligence artificielle, etc. Du coup, oui, bien sûr, on considère ça. Après, pour nous, c'est un approach, c'est une solution. Et ça doit servir notre but, qui est vraiment d'aider les gens à faire du clean code. Du coup, oui, on a des équipes de recherche et développement, on regarde à tout ça. Et comment on va l'intégrer dans nos produits, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Mais on regarde sans doute à ça. Je vais me permettre d'avoir le micro pour poser une question. Oui. Moi, j'aime beaucoup les outils Sonar. Je les utilise depuis plus de 10 ans. Et une chose que je trouve compliquée, c'est la configuration des règles. Voilà, on a 5000 règles. Tous les projets n'utilisent pas forcément les mêmes. On n'a pas forcément tous la même vision sur la sévérité d'une chose ou l'autre. Et je me demandais s'il y avait des outils ou des bonnes pratiques qu'on pouvait mettre en place pour faciliter cette configuration. Surtout quand on arrive sur un projet qui a déjà existant, sur lequel on veut rajouter des outils de calimétrie. Comment faire pour, on va dire, accélérer cette phase-là pour être prêt rapidement? Alors déjà, vous avez au moins 2 axes. Après, c'est même plus que ça, sur lesquels vous pouvez travailler. Il y a, oui, vous pouvez changer la configuration des règles. Mais après, il y a aussi la partie vraiment Quality Gate. Du coup, vous pouvez aussi travailler sur ça pour dire, on est un peu plus sévère, un peu moins. Du coup, oui, vous pouvez faire on-off sur les règles. Ça, c'est une méthode. Après, vous pouvez dire, oui, on laisse cette configuration par défaut et on devient un peu plus sévère, par exemple, ou moins sévère. Alors, comment faire pour vous y prendre? Alors déjà, si vous avez des détections qui ne font aucun sens pour vous, la meilleure option est déjà de nous remonter le feedback, parce qu'on travaille énormément avec le feedback, du coup on a un forum de communauté. Et si on se rend compte qu'une certaine règle balance des milliers de problèmes qui n'existent pas ou ne sont pas pertinents, on va quand même déjà corriger ça. Après, vous avez plusieurs contextes. Je ne sais pas quelle application vous développez, mais si vous faites du mission critical, ce n'est pas la même chose que d'autres types d'applications. Donc oui, il reste quand même il y a quand même des cas particuliers où ça a tout son sens de changer un peu la configuration. Et aujourd'hui, on n'a pas de set prédéfini à fournir pour chaque cas d'utilisation. Pour l'instant, on n'a pas ça. Ce qu'on fait par contre, si quelqu'un dans votre équipe est chargé de mettre ça en place, et vous utilisez SonarLint, imaginons vous êtes 2000 à utiliser SonarLint, il y a un seul qui fait ça dans l'organisation, et cette configuration va être partagée automatiquement avec tous les développeurs, de telle sorte que dans l'idée, vous voyez seulement ce qui est pertinent pour vous. Souvent, c'est moi qui décide.
Moi, j'avais une question par rapport vraiment au clean code tel que défini dans le software craftsmanship de Robert C. Martin. Et est-ce que vous avez des règles spécifiques par rapport à ça dans votre suite SonarQube ou Sonar C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'audience qui veut répondre? N'hésitez pas à monter sur stage. J'ai pas la réponse. Moi non plus. Il y en a là-bas. Par rapport au refacto, vous disiez qu'il ne faut pas faire de gros refacto, mais il y a des fois dans des applications, il y a des problèmes structurels. Et le fait de ne pas faire de refacto du tout, de gros refacto, moi ça me dérange un peu parce que j'ai l'impression que derrière, ça veut dire qu'on ne peut pas se poser pour réfléchir aux problèmes de l'application et se dire potentiellement, bah non, en fait là, on fait fausse route et il y a besoin de réécrire une partie ou de repenser une partie de l'application pour corriger des problèmes. Et construire, je suis d'accord avec le fait que écrire du clean code pour du nouveau code, c'est important, pour tout le nouveau code. Mais en fait, écrire du super code sur des briques qui sont fragiles, bah, je trouve que ça pose vraiment problème. Non, mais je suis bien d'accord avec ce que vous dites. Et pour moi, le refactoring, il fait aussi partie de cette approche clean code parce que clean code, c'est pas que sur le nouveau code. C'est qu'à un moment, on va ajouter une brique. Il faut qu'on puisse ajouter cette brique. Et effectivement, si le code existant ne le permet pas, eh ben, il va falloir le changer, le refactorer pour qu'on puisse ajouter la brique. Après, chez Sonar, on est toujours approche baby step. Peut-être qu'on a une fonctionnalité, il faudrait refactorer toute l'application. On peut peut-être commencer par refactorer que cette petite partie qu'on a besoin de changer. Et puis après, au fur et à mesure, eh ben, on va propager ce refactoring quand on va modifier les autres parties de l'application. Ça dépend aussi, en effet, est-ce que vous pouvez vivre avec ces morceaux de code? Alors, comme on l'a montré petit à petit, toute la base est renouvelée. Est-ce que dans votre cas, vous pouvez vivre avec ce morceau de code sans le refactorer? Nous, on ne pose pas de dogmes, vraiment. Vous êtes libre de passer la serpillière et à l'effort, il le faut. Vous avez une grosse faille de sécurité, vous allez la corriger, bien sûr. Après, si vous pouvez vivre avec, nous, on conseille de dédier votre temps plutôt à développer de nouvelles fonctionnalités. Mais on reconnaît qu'à la fois, vous avez peut-être besoin d'un petit refactoring, pourquoi pas. Après, là, on a donné une réponse très simple. N'hésitez pas à venir en discuter parce que c'est une question très intéressante et je pense que ça nécessite un petit peu plus qu'une réponse de 30 secondes. Bon, je pense que tout le monde part, donc ça veut dire que c'est fini. Merci de nous avoir On arrive au écoutés. bout, je suis désolé. Merci.